Sous l'ère d'Omar comme de Ali Bongo, le Gabonais n'avait plus d'histoire. Quand vous allez à Libreville par exemple, il n'y a pas de vieux Libreville. Ça n'existe pas des maisons coloniales comme vous pouvez par exemple en trouver en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez en trouver au Bénin, comme vous pouvez en trouver même au Congo-Brazzaville. Au Gabon, on casse tout et on refait toujours tout moderne. Et donc, il n'y a pas cette perspective. On ne sait pas ce qui s'est produit précédemment. Et moi, j'ai l'intime conviction que tout ceci a été orchestré. Parce que si on sait que précédemment, il y a eu des gens illustres comme Oyonaba qui ont tenu tête au régime envers et contre tout, les nouvelles générations se diront si nos grands-pères l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Et comme on supprime, on efface cette partie de l'histoire, le fait que Oligui remette l'église au milieu du village, voilà les gens valeureux qu'on a connus. Voilà les gens qui nous ont précédés, qui auraient voulu voir ce jour. Il faut que tout ça soit su dans les écoles. Il faut qu'on enseigne notre histoire. Mais malheureusement, en procédant comme il le fait, et surtout en ne reconnaissant jamais, parce que les erreurs, ça existe, et je peux encore comprendre quelqu'un qui me dit, ça fait un an et demi que je prépare cette campagne, et on a la preuve qu'on a gagné, et donc moi je fais le maximum pour entrer dans mes droits. Tu fais quelque chose comme ça, on finit par s'attraper. Mieux, viens même reconnaître que oui, c'est vrai. Mais je me rends compte que je me suis trompé, la machine était déjà lancée. Ensuite, j'ai rencontré le général Oligui, je me rends compte que c'est quand même quelqu'un de valeureux, ce qu'il dit peut avoir du sens, je lui accorde une chance, ce serait passé. Mais tu nies. J'en reviens même limite à penser que heureusement qu'il n'a pas été élu président de la République, parce que de plus en plus, je vois Albert Andossa comme Kais Saied, le président de la Tunisie, qui est lui aussi professeur, mathématicien, mais dans les réactions ou dans les actes qu'il pose, il y a pas mal de similitudes. Aïe, c'est votre GSW. On va parler aujourd'hui de politique gabonaise. La semaine a été relativement chargée entre l'investiture du président Oligui, l'arrivée du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui a été mandaté par ses pairs de la CEAC, donc la Communauté économique des États d'Afrique centrale, a été donc envoyé à Libreville. Il y a passé 48 heures. Il a profité donc pour avoir une audience avec Oligui, de rencontrer la société civile, mais également les hommes politiques, ainsi qu'Ali Bongo. Il y a eu pas mal de nominations également, que ce soit au cabinet du président de la transition, comme à la Cour constitutionnelle. Si vous souhaitez par exemple avoir de l'actualité décryptée tout au long de la semaine, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc principalement Twitter, Instagram, mais Facebook également et TikTok. Donc ce sera SW Décrypte. Je vous y accueillerai avec grand plaisir. Ça va être une vidéo assez robuste, donc on va pas prendre plus de temps. On va y aller dès à présent. C'est parti. De l'autre, entre le président de la transition et son nouveau Premier ministre, le style est radicalement différent. Nommé par les putschistes à la tête du gouvernement, Raymond Ndong Sima connaît déjà le poste. Le président de la transition, ce lundi 4 septembre, comme je vous le disais en introduction, a prêté serment sur la charte de la transition. Ça a été un moment qui a été relativement marquant. Donc en plus de la cérémonie en tant que telle, de la prestation de serment, il y a également eu un défilé sur l'esplanade du palais présidentiel. Donc je vais déjà vous montrer donc l'investiture. Donc là on va commencer par la biographie de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est le greffier de la Cour constitutionnelle qui le présente. Le général de brigade Brice Oligui Nguema est né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans le sud-est du Gabon. Après ses études primaires et secondaires, il obtient brillamment son baccalauréat série D au lycée d'État de Port-Gentil et entre à l'Académie royale de Meknès, au Royaume du Maroc, en 1997.
pour y suivre une formation militaire et universitaire. Il en sort titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de section infanterie. Très rapidement, sa bravoure, son courage et sa rigueur au travail vont le distinguer des autres. Il sera choisi pour assurer la haute charge de la sécurité de son Excellence, Feu Omar Bongo Ondimba. Dans cette nouvelle mission, il va monter en responsabilité jusqu'à devenir aide de camp du président de la République. Il va passer aux côtés du chef de l'État 8 ans. En 2009, il est nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste. Donc déjà, on apprend qu'Oligui est dans les arcanes du pouvoir quasiment depuis le départ. Dès qu'il est sorti de l'université de Meknès au Maroc, il est rentré au Gabon. Il a intégré la garde républicaine. Quelques années plus tard, il s'est occupé de la sécurité d'Omar Bongo, donc le père d'Ali Bongo. Et il a fini même 8 ans plus tard par être son aide de camp. Au moins, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de parcours. C'est météorite et depuis très 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 longtemps, il était appelé à avoir des responsabilités. Donc, au minimum, ce qu'il a eu, c'est-à-dire patron de la garde républicaine. Quand on sait en plus que la garde républicaine, c'est la garde prétorienne du régime, celle qui est la mieux équipée, la mieux entraînée. Ils ont droit très souvent à des formations à l'étranger. Quand tu finis par être patron de la GR à l'époque de Omar ou d'Ali Bongo, t'es quelqu'un. Clairement, t'es quelqu'un. Sans rajouter même que tu gères à minima plusieurs milliards de francs CFA, que ce soit pour pouvoir faire des acquisitions de blindés, pour pouvoir financer le confort de tes soldats, parce que forcément, il faut les cajoler, et donc il n'y a quasiment aucune restriction, ou très peu, qui leur a été faite. Poste qu'il occupera avec mérite pendant 5 ans. En 2014, son expérience et son amour pour la patrie le conduisent à endosser une carrière diplomatique. Il est donc nommé attaché militaire près la haute représentation du Gabon en République du Sénégal, avec compétences sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Il assumera cette charge avec satisfecit durant 5 ans. Ses parents, donc là il y a sa femme qui est magnifique, et vous avez donc son père avec le chapeau et sa femme et sa mère avec la robe rouge. Le directeur général des services spéciaux. Oui. Et donc à savoir que cette fonction qu'il avait avant d'être patron de la GR, directeur général des services spéciaux, c'est une fonction qui était occupée jadis par le frère d'Ali Bongo, Frédéric Bongo. Et la direction générale des services spéciaux de la garde républicaine, ils ont en contrat des coopérants israéliens, français. Ils sont là principalement pour faire les écoutes, pour faire tout ce qui est intelligence, contre-ingérence. Et comme la GR, eux aussi ont des budgets assez importants. Et c'est pas pour rien quand je vous dis que c'était de la compétence du frère d'Ali Bongo, Frédéric. Et Frédéric Bongo part même de la DGSS à cause d'un coup d'État qu'il y a eu, enfin une tentative de coup d'État. Kelly Ondo et ses camarades ont essayé de prendre le pouvoir en 2019 lorsqu'ils se sont rendus compte que Ali Bongo était vraiment diminué juste après son AVC. Et on subodore, ou en tout cas beaucoup pointent Frédéric du doigt comme ayant voulu peut-être déstabiliser le régime ou prendre le pouvoir pour lui-même. Un journal français a fait savoir qu'il était venu à Paris rencontrer le conseiller Afrique de l'Élysée pour essayer de les sonder, voir si jamais il faisait un coup, est-ce qu'il le soutiendrait ou pas. Et donc, après cette tentative de coup d'État, Sylvia Bongo, la femme d'Ali Bongo, a fait le ménage autour d'eux. Et c'est comme ça que Brice Clotaire Oligui part du Sénégal pour devenir donc patron de la DGSS. Et 2 ans plus tard, il finira même par devenir patron de la GR, remplaçant Grégoire Kouna, qui est pourtant le cousin direct d'Ali Bongo. Avec Marie-Madeleine Boranzo, la présidente de la Cour constitutionnelle, c'était le gardien du temple, Grégoire Kouna. Je vais vous montrer la prise de parole qu'il a faite donc, pour prononcer son discours d'inauguration. Avant de vous prononcer mon discours de circonstance, je voulais tout de même rappeler à notre éminent greffier que je suis également un produit de l'USTM. La précision est de taille pour mes études.
Ça, c'est très très fort. Quand le coup d'État s'est fait, donc le 30 août 2023, tout le monde est allé un peu à la pêche aux informations. Et lorsque j'ai googlé le nom de Clotaire Oligui Nguema, parce que je le méconnaissais, pour être totalement transparent, je savais l'identifier, parce que pendant les défilés militaires, après Ali Bongo et sa femme, on le voyait pas mal, donc je connaissais le visage. Mais dans les recherches que j'ai faites, il y a eu un article de l'Express, je pense, ou du Monde, en tout cas c'était un journal français, qui avait fait donc un papier en 2020 ou 2021. Et dans ce papier, il disait « Le général Oligui est quelqu'un d'habile. » Et dans ce type de moment, il a le génie, je ne mâche pas mes mots, de savoir dire la bonne chose au bon moment. Le greffier qui a fait sa biographie a oublié qu'il était passé par une université gabonaise, donc l'USTM. Cette université est dans le Haut-Ogooué, et beaucoup d'ingénieurs ou de cadres gabonais techniques, scientifiques sont sortis de l'USTM. On a listé que les grandes universités à l'étranger qu'il a faites, et là il vient corriger en disant ah, attention, j'ai également été un pur produit de l'USTM. Quand c'est bien, il faut le reconnaître. Ça, rien à dire. Et d'ailleurs, même ça a marqué les esprits. Écoutez l'acclamation. Et vous voyez, il faut magnifier justement ce qu'on a. C'est en magnifiant ce qu'on a qu'on va pouvoir s'améliorer, faire en sorte qu'on devienne des références. Chez moi, c'est pas n'importe quoi. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on avait moins avec le régime déchu d'Ali Bongo. Et la question que je me posais toujours, c'est de savoir, ils vont dans les plus grandes capitales du monde. Ils voient comment c'est chez les autres. Quand ils arrivent à ADL, aéroport de Libreville, et qu'ils voient le même aérodrome de province, les routes étroites de Libreville, il n'y a pas cette fierté, mais en procédant comme Oligui le fait, j'ai bon espoir qu'on finisse par avoir cet état d'esprit-là. Et c'est en réfléchissant comme ça qu'on fait en sorte de s'améliorer continuellement. Le Gabon a clairement le potentiel d'être le prochain Dubaï. Quand Ali Bongo est venu le dire, on a rigolé parce qu'on savait que le gars était inconséquent, qu'il ne saurait pas faire pour réellement matérialiser cette phrase. Mais quand vous voyez la petite population qu'on est, les potentialités du pays, quand le leadership est efficient, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Je vous rappelle une petite phrase de Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, qui un jour en blaguant, dans les années 80, a dit à Omar Bongo « Si tu me donnes ton pays, je le gouverne les yeux fermés ». C'est pour vous dire que si on a quelqu'un qui a la rigueur, qui sait être un bâtisseur, comme l'a été par exemple Félix Houphouët-Boigny dans son pays, la Côte d'Ivoire, on peut clairement aller quelque part. Le Gabon peut être une espèce de Suisse d'Afrique centrale. On va écouter donc le reste de son discours. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Petit clin d'œil à la diaspora, on a besoin de vous. J'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense... Et là, vous avez toute l'équipe dirigeante précédente. Donc, la dame avec les lunettes et la veste bleue, la vice-présidente, Osukar Aponda. À côté d'elle, c'est l'ancien Premier ministre, Bié Binze. À côté de Bié Binze, la dame métisse, Lucie Milébou, ophtalmologue, mais également présidente du Sénat. Et à côté d'elle, vous avez le président de l'Assemblée nationale, Ghislain Boukoubi. Non, Ghislain, c'est son fils. En tout cas, j'ai oublié son prénom, mais Monsieur Boukoubi. Et ils sont au premier rang, ils sont en train de voir ce qui est en train de leur arriver. 2 rangs derrière, juste après la femme de Mahanga Moussavou, vous avez Jean Yinguindon, qui a été ancien Premier ministre, dernier Premier ministre d'Omar Bongo. Ensuite, il a claqué la porte, il allait dans l'opposition. Fatigué de lutter, il y a à peu près 1 ou 2 ans, il a rejoint le PDG. Voilà maintenant que le régime est tombé, et il passe pour quelqu'un de très peu constant. Et à côté de lui, ou derrière lui, vous avez même pire, Charles Mba, qui a été ministre délégué à l'économie et aux finances, reconnu pour avoir une expertise et une intelligence vive. Il y a 6 mois, il est parti de son exil à Paris, il a rejoint le régime, on l'a nommé haut commissaire, l'espèce de structure qui était chapeautée par Michel Essongué et dont la mission était de surveiller les ministres ou de
C'est en ça vraiment que vous voyez que sous l'ère Ali Bongo, plus rien ne fonctionnait. Donc ils ont créé une structure pour surveiller les ministres, et lorsque les ministres venaient dire des choses au président, être en capacité de pouvoir contrôler, infirmer ou pas. Et donc Charles Ba a été nommé là-bas, 6 mois plus tard, comme je disais pour Jean Yegendo. Le pouvoir est tombé, maintenant il passe pour des traîtres. Ce qui se produit là est une grosse leçon de vie. Il faut pouvoir le retenir. Parce que s'ils étaient restés dans leur coin, constants dans leur lutte, ils seraient pas là à tirer des têtes, on dirait ils vont à des enterrements. Continue d'écouter Oligui. À tous les partisans du changement et de l'alternance, Simon Oyonaba. Et donc là, il rend hommage au grand nom Martine Oulabou de l'histoire gabonaise de la lutte. Et donc Martine Oulabou était une enseignante qui a été tuée pendant une manifestation où elle revendiquait de meilleures conditions d'écolage. Et donc là, il lui rend hommage, en même temps que Oyonaba, qui a été également un grand opposant sous Omar Bongo. C'est qui la suite? Mamoundou. Pierre-Louis Agonjo Okawe. Encore mieux, donc c'était un avocat. Il a été le frère de Jean Ping, donc Jean Ping qui est le beau-frère d'Ali Bongo, parce qu'il a fait des enfants avec Pascaline, et il a ensuite été en 2014 opposant, lorsque Ali Bongo ne l'a pas soutenu pour sa réélection à la présidence de la commission de l'Union africaine. Donc c'est son frère, à qui Oligui rend hommage. Pierre Mamoundou Mamoundou. Grand opposant aussi. André Baoban. Amo. Regardez les vivants. Ah. Pour ne citer que cela. Vous voyez quand je vous dis que Oligui est habile. Parce qu'il sait justement, s'il veut pouvoir être un espèce de contraste avec ce qui s'est produit précédemment, il doit épouser cette histoire. Il doit magnifier ses héros. Et c'est en ça que ce qu'il est en train de faire, même s'il y a des trous dans la raquette, il y a des décisions qu'on ne comprend pas. Mais rien que ça, c'est important, dans le sens où, sous l'ère d'Omar comme de Ali Bongo, le Gabonais n'avait plus d'histoire. Quand vous allez à Libreville, par exemple, il n'y a pas de vieux Libreville. Ça n'existe pas des maisons coloniales, comme vous pouvez par exemple en trouver en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez en trouver au Bénin, comme vous pouvez en trouver même au Congo-Brazzaville. Au Gabon, on casse tout et on refait toujours tout moderne, et donc il n'y a pas cette perspective, on ne sait pas ce qui s'est produit précédemment. Et moi j'ai l'intime conviction que tout ceci a été orchestré. Parce que si on sait que précédemment, il y a eu des gens illustres comme Oyonaba qui ont tenu tête au régime envers et contre tout, les nouvelles générations se diront, si nos grands-pères l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Et comme on supprime, on efface cette partie de l'histoire, le fait que Oligui remette l'église au milieu du village, voilà les gens valeureux qu'on a connus. Voilà les gens qui nous ont précédés, qui auraient voulu voir ce jour. Il faut que tout ça soit su dans les écoles. Il faut qu'on enseigne notre histoire. Suite à cette investiture, vu qu'il y a pas mal de vidéos, je ne vais pas vous montrer le défilé. C'est un défilé militaire comme tous les autres. Je dois cependant vous avouer que je m'attendais à ce que cette cérémonie ne dure qu'une heure et demie au trop. Mais au total, elle a duré 5 heures. 5 heures, un jour ouvré. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit très sobre. Oligui est venu en disant, par le passé, les Bongos n'ont su que dilapider l'argent public. Il y a maintenant des priorités qu'il faut financer, et je pensais que cette cérémonie d'investiture, à cause de cela, serait donc sobre. Il y a eu des danses traditionnelles, j'ai même l'impression que des pygmées ont dû être convoyés directement de la forêt des abeilles pour Libreville pour l'événement. Ça aurait pu être plus sobre. Je ne vais pas me répéter, mais c'est le sentiment clairement que j'ai eu. Le lendemain de la prestation de serment du général Oligui, on a eu le président de la Faustin Archange Touadéra, qui est venu à Libreville. Il a été donc mandaté par la Guinée équatoriale, le Cameroun, Sao Tomé et Principe, bref, tous les pays de la CEAC pour venir s'enquérir de la situation au Gabon. Donc, le général Oligui est allé le réceptionner directement à l'aéroport, comme il est d'usage au Gabon. Cette visite de travail de l'émissaire de la CEAC, par ailleurs président de la République centrafricaine. Et je vais déjà m'arrêter là. Oligui fait en sorte de montrer qu'il est chaleureux, qu'il peut être un bon père de famille.
il enlave très souvent les gens. Je ne sais pas si c'est calculé ou si c'est comme ça qu'il est, mais il faut avouer que ça le rend un peu plus humain. J'ai en tête l'accolade qu'il a faite à Paulette Missambo, comme à Barreau Chambrier, en mode « Je sais que vous avez souffert, sachez que c'est peut-être fini, papa est là. » C'est les sentiments que j'ai. Et donc le voir faire la même chose avec le président centrafricain, il sait mettre les gens dans sa poche. Parce que tu arrives quelque part, on te dit qu'il y a un coup d'État, vous avez suspendu le pays, ailleurs, au Niger par exemple. Je suis pas sûr que c'est comme ça que le président de la transition, Tiani, au Niger, accueillerait par exemple le président ivoirien s'il était mandaté par la CEDEAO. Ce serait peut-être même, il viendrait pas à l'aéroport, il ne l'accueillerait au palais présidentiel que pendant 15 minutes et ensuite ce sera tout. Avait pour but de faire le point avec le comité pour la transition et la restauration des institutions sur la situation actuelle du Gabon. Depuis le 30 août, il y a eu interruption du processus électoral et suivant nos textes, les chefs d'État ont très rapidement, par solidarité, pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé ici, ont convoqué 2 sommets extraordinaires pour étudier les conséquences de ces actions. Si Faustin Archange Touadéra a reconnu que la CEAC a suspendu le Gabon, membre de cette institution conformément à ses textes, compte tenu de la position de l'Union africaine, il n'en demeure pas moins qu'un dialogue entre toutes les parties s'impose, avec en toile de fond un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'arrivée de Faustin Archange Touadéra a été suivie ensuite donc par une audience à la présidence de la République. Oligui a essayé de lui expliquer la situation, la difficulté dans laquelle le pays était s'il n'agissait pas, donc ça allait être un hold-up électoral, il fallait que l'armée sévisse, la justification qu'il donne quasiment à toutes les personnes qui viennent s'enquérir de la situation. Et il a donc permis à ceux que Faustin Archange Touadéra aille visiter Ali Bongo, qui était en résidence surveillée depuis le jour du coup d'État, dans sa résidence privée de la Sablière. Et donc là, Touadéra rend compte de cette visite à l'ordre constitutionnel. Durant son séjour en terre gabonaise, le facilitateur de la CEAC a également... Vous voyez comment la résidence privée d'Ali Bongo était richement... pourquoi je dis était? Elle l'est toujours. Richement décorée. Damn! Et c'est raffiné. Donc vous vous rendez compte que il a fait peut-être venir un décorateur spécialement de Londres ou de Paris ou du Qatar, je ne sais où. Et pendant ce temps, une grande frange de ta population vit dans la pauvreté. Les gens accouchent dans des conditions difficiles. S'ils ne finissent même pas par en mourir, par manque de moyens. Non, les gars ont vraiment été égoïstes. Hein. Damn! Visite à l'ancien président de la République. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le président Ali Bongo Ondimba, avec qui nous avons échangé sur sa situation et sur la situation. Je crois que c'est des échanges très fructueux. En plus de la visite du président centrafricain, le représentant du secrétaire général de l'ONU est allé également visiter l'ancien président, Ali Bongo. Donc je vais vous montrer quelques images. Juste après avoir... Et vous voyez, on dirait, quand vous regardez la table basse, donc c'est de la porcelaine, limite de la porcelaine de Chine. On prend un café avec... de l'eau dans un verre en cristal, tu te croirais vraiment dans un manoir londonien. Tout ça sur le dos des Gabonais. Par le président du comité de transition pour la restauration des... Et regardez même les tapis, les sols, le parquet, le marbre. Cette maison en plus n'a été livrée qu'il y a 1 an. Abdou Abari s'est rendu à la résidence de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Le représentant du secrétaire général de l'organisation onusienne est allé se rendre compte des conditions de vie de l'ancien chef d'État. Je viens de... Et les canapés là, c'est pas Ikea, hein. C'est limite du sur-mesure. T'es du 30, 40, 50 000 euros le canapé, hein. Regardez le luxe incroyable dans lequel ces gens vivaient. On a eu la maison de Séni il y a 1 semaine. Et là, on a le luxe dans lequel Ali Bongo vivait. Pitié pour le Gabon.
Suite à la visite de Touadéra, les militaires ont annoncé qu'Ali Bongo allait être libéré de ses mouvements et que s'il souhaitait aller à l'étranger, c'était possible. Donc je vais vous passer l'intervention du colonel Ulrich Manfombi, qui est le porte-parole donc du comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI. Communiqué numéro 006. Le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, réaffirme que compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, le militaire qui est à gauche là, qui a la main sur son ceinturon, il croit qu'il pose pour une Fashion Week, je ne sais pas. Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux faits à Libreville le 6 septembre. Et donc, la probabilité voudrait qu'Ali Bongo aille chez son frère Mohamed VI au Maroc, vu qu'en plus, c'est son ami d'enfance, il y a plusieurs résidences, il a déjà été suivi au moment de son AVC, enfin, il y a fait une partie de sa rééducation. Beaucoup n'ont pas compris cette libération d'Ali Bongo. Je dois vous avouer que moi, j'avais l'information depuis quasiment 72 heures après le coup d'État, donc depuis vendredi dernier. Il y avait déjà des bruits qui circulaient que les Marocains souhaitaient au moins avoir Ali Bongo, vu qu'il avait besoin de soins, qu'il était assez diminué. Les autorités marocaines souhaitaient donc faire en sorte que la transition accorde à Ali Bongo un bon de sortie. Encore, SBO, donc Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo, c'est délicat, vu qu'il y a eu pas mal d'argent qui a été découvert chez eux, et j'ai l'impression qu'Oligui veut faire des exemples en faisant en sorte qu'ils aient un procès. Donc, il devait montrer une bonne volonté en laissant Ali aller se faire soigner. Et à côté de ça, si il y avait eu un souci avec Ali Bongo pendant sa détention au Gabon, ou si par exemple Oligui lui interdisait de sortir, si Ali Bongo finit par en mourir, Oligui, comment il fait pour gérer ça? Il n'a pas besoin d'avoir non seulement ce décès sur la conscience, ça viendrait salir limite le coup d'État qu'ils ont fait, parce qu'il paraîtrait pour être inhumain. Lors d'une discussion que j'avais avec mes amis, je leur disais que par le passé, il y a plusieurs ex-chefs d'État qui sont allés en exil à l'étranger. Les États qu'ils dirigeaient par le passé, la seule procédure qu'ils font en général, qu'ils demandent aux pays qui les accueillent de faire en sorte qu'il n'y ait aucune prise de position publique et qu'ils n'essaient pas de fomenter la moindre chose, le moindre coup. Regardez par exemple Idi Amin Dada, l'ancien président ougandais, qui lorsqu'il a été renversé par Obote, il est allé en Arabie Saoudite. Les Saoudiens lui ont très bien fait comprendre qu'on va te donner une rente mensuelle, mais si tu dis un mot travers, tu t'en vas. Au Maroc, vous me direz peut-être il est décédé assez vite, donc il n'a pas eu le temps de faire un esclandre, mais le maréchal Mobutu, le président du Zaïre, a fini sa vie au Maroc, lorsque Laurent Désiré Kabila l'a fait tomber. Alpha Condé, lorsqu'il est tombé en Guinée-Conakry, là en ce moment il est en Turquie. Vous sentez qu'Alpha Condé veut prendre la parole, mais il sait très bien que s'il fait quelque chose qui n'est pas apprécié, la villa qui lui a été donnée par une société turque qui travaille en Guinée et qui ne veut pas être en difficulté avec les nouvelles autorités, elles sont juste reconnaissantes près d'Alpha Condé qui les avait accueillis à l'époque. Donc les exemples comme cela, ça pullule. Vaut mieux avoir, selon moi, SBO, Noureddine Bongo, Léo Séni et tout le reste de cette équipe pour qu'ils puissent rendre des comptes. Mais garder Ali Bongo, pour moi, était clairement superflu. L'enjeu n'est pas là. Il y a peut-être une crainte à avoir avec Frédéric Bongo, vu que Africa Intelligence, l'ancienne lettre du continent, a fait savoir qu'après le coup d'État, il a essayé, en rentrant sur Paris, de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Il y a peut-être plus de crainte à avoir de la part de Frédéric Bongo que d'Ali. Après cette actualité, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu au palais présidentiel
Marie-Madeleine Bouranceau, c'est la dame dont je vous parlais il y a quelques instants, qui était la gardienne du temple, a été présidente de la Cour constitutionnelle. Cette institution a été mise en place en 1991, et depuis 1991, sans discontinuer, elle a été présidente de la Cour constitutionnelle. Toutes les élections qu'il y a eu au Gabon depuis le multipartisme, c'est elle qui a validé les réélections soit d'Ali Bongo, soit d'une écrasante majorité de députés pédégistes, de sénateurs. Bref, Marie-Madeleine Bouranceau était limite la deuxième femme la plus influente du Gabon. Kiff avec Sylvia Bongo, voire même au-dessus de Sylvia Bongo. Donc Oligui la reçoit parce que comme toutes les autres institutions, ont été dissoutes, la Cour constitutionnelle aussi. En lui accordant une audience, il formalise sa mise à la retraite. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui pensait peut-être mourir là, je ne sais pas. Il y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de choses. Mais donc depuis 31 ou 32 ans, elle a les mêmes habitudes. Ça s'arrête là. À la tête de la Cour constitutionnelle depuis 1991, Marie-Madeleine Bouranceau quitte la présidence de cette institution. La décision intègre le cadre de la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions, arrivé au pouvoir le 30 août 2023. Il a été question de la mise en place d'une... Enfin, je ne sais pas, mais je la trouve même un peu boursouflée. Et je crois que ça a été un choc. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est même pas une page qui se tourne, c'est une Bible qui se ferme. Et donc, l'état de sidération justifie peut-être cette mine. J'ai l'impression avant qu'elle a le visage un peu boursouflé. Mais elle n'est pas comme d'habitude. Elle va bien, hein, mais on a comme l'impression quand même qu'il y a eu un petit coup sur la tête. Cour constitutionnelle de la transition, vous savez que toutes les institutions ont été mises à plat. Et cet après-midi, Monsieur le Président, entouré de tous les membres du comité de transition, m'ont fait l'honneur de me recevoir et me faire part des raisons qui ont amené les forces de défense et de sécurité à interrompre le fonctionnement régulier des institutions. Cette dame, en plus d'être la gardienne du temple, elle a su investir pas mal au Gabon. Elle a par exemple été, à une époque assez récente, concessionnaire de Volvo. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des voitures de fonction à la Cour constitutionnelle étaient des Volvo. Au Gabon, il y a toujours ce mélange des genres un peu. Elle a une université, Berthéjean. Et d'ailleurs, il y a des bruits qui courent que les militaires veulent saisir Ruban Vert, qui est donc l'école-lycée que Sylvia Bongo Ondimba a créée. Cette école, c'est vraiment l'élite de l'élite de l'élite de l'élite au Gabon. Vu qu'on vous dit que c'est du 3-4 millions pour un enfant qui est au primaire, si vous souhaitez le collège ou le lycée, c'est peut-être le double. Et donc ils veulent saisir Ruban Vert pour en faire un établissement public. Et c'est également la même chose, ou la même épée de Damoclès qui a sur la tête de Marie-Madeleine Bouranceau. Son nom, ainsi que celui de son mari, a pas mal... été cité dans des acquisitions en liquide de maisons au Canada, en France. Bref, elle est richissime. Et je pense qu'en plus d'avoir perdu son poste de présidente de la Cour constitutionnelle, elle ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée. Alors, comme je vous dis, il y a pas mal de gens en ce moment qui doivent passer des moments difficiles. Après l'audience de Marie-Madeleine Bouranceau, les militaires ont annoncé le nom de celui qui allait la remplacer. Ça va être un homme. Membre de la Cour constitutionnelle de transition, Monsieur Roger Patrice Nkoge, Estuaire. Monsieur Bruno Lependa, Otogwe. Monsieur Hervé Tako Vendakambano. Donc c'est un juge par province. Comme il y a 9 provinces. Monsieur Christian Binyumba Fernandez, Ngounié. Monsieur Eloge Moussavou Boissa de Terry Nzambi, Nyanga. Monsieur Sosten Mombois, Ogwe Ivindo. Madame Marie-Blanche Benje, épouse Babiri, Ogwe Lolo. Madame Afrikita Dolores Agonjo, épouse Banyena.
Donc, Ogwe Marie. Afrikita Angonjo, c'est la nièce de Jean Ping, c'est la fille justement de Maître Angonjo, celui que je vous ai présenté il y a quelques instants. Et donc, dans cette nomination des membres de la Cour constitutionnelle de transition, sur les 9 juges, il y en a 3 qui étaient dans la précédente équipe, celle dirigée par Marie-Madeleine Boranso. Et elle va être, donc cette équipe, cette Cour constitutionnelle, va être dirigée par ce monsieur. Monsieur Dieudonné Abba Owono, Wellington. Et donc, il a été juge au Conseil d'État. C'est lui qui va dorénavant avoir la mission de pouvoir donner son avis sur les décisions que la transition prendra, aider à la conception de la nouvelle constitution qui doit être normalement adoptée par référendum. Donc c'est ces messieurs et ces dames qui vont s'en charger. Ils ont même d'ailleurs été installés. Ce bâtiment, pour la petite histoire, émane de la seule volonté de Marie-Madeleine Boranso. Regardez comment il est mastoc, avec un espèce de dôme au-dessus. Enfin, c'est pas gracieux, honnêtement, ce n'est que mon avis, mais c'est Marie-Madeleine Boranso pour vous dire comment elle était influente. Cette dame a été une des compagnes de Mar Bongo. Elle a été donc la belle-mère d'Ali Bongo. Et comme c'est toujours elle qui sauve le régime à la fin des fins, on lui permettait ce genre de lubie. Plus de 3 décennies. Après 32 ans de pouvoir sans discontinu, Marie-Madeleine Boranso vient d'être remplacée par Dieudonné Abba Owono, qui lui devient le nouveau président de la Cour constitutionnelle dans le cadre de la transition au Gabon. Originaire de la province du Haut-Lentem, située dans le nord du pays, Dieudonné Abba Owono est un magistrat hors hiérarchie qui aura exercé au Conseil d'État durant près d'une quinzaine d'années. D'abord comme commissaire général adjoint à la loi au ministère public, ensuite comme président de la Chambre au siège de la dite institution, poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination à la tête de la plus haute juridiction du pays. Homme d'expérience, de rigueur et de vision. Il est reconnu pour être rigoureux, honnête, et c'est donc ce monsieur qui aura la mission de conduire la Cour constitutionnelle au moins pendant la transition. Autre nomination qui a été faite par le CTRI, celle du Premier ministre. Je vous laisse écouter la déclaration du CTRI. Décret numéro 0006 portant nomination. Chef de l'État décrète. Article 1er. Le présent décret, pris en application de la charte de la transition, porte nomination du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Article 2. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur Raymond Ndonsima. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié, selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville. Raymond Ndonsima, je vais vous le présenter. J'avais déjà fait une vidéo sur lui pendant la campagne présidentielle pour pouvoir faire en sorte de donner le maximum de billes aux gens qui allaient voter. Donc j'ai fait cet exercice de présenter à chacun des candidats. Et si sa biographie, ce qu'il a fait dans sa vie professionnelle, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà la présentation qui a été faite de son profil et de sa personne par Gabon 24. Ce technocrate était déjà pressenti par les Gabonais. Et ce n'est pas la première fois qu'il occupe ce poste. Le 27 février 2012, il est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Ce natif d'Oyem, dans la province du Haut-Lentem, dans le nord du Gabon, est né un 23 janvier 1955. Chrétien pratiquant, il fédère autour de lui de nombreuses associations aux activités diverses et variées. C'est aussi un sportif qui continue à pratiquer les arts martiaux, précisément le karaté, en plus d'être également entrepreneur. Sa société la plus connue étant active dans le transport terrestre. Va pas refuser de reconnaître Ndonsima sa finesse, sa qualité, son intelligence. Et là, en acceptant de devenir Premier ministre de la transition, il fait un sacrifice sans nom, parce que la charte de la transition est sortie hier.
Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 ou le 7 septembre. Et donc les membres de la transition, donc gouvernement, ne pourront pas se porter candidat à l'élection présidentielle qui viendra clôturer la transition. Et donc ça vaudra aussi pour Raymond Donsima. Et il y a d'ailleurs un flou artistique sur la possibilité du président de pouvoir lui concourir, parce que il est clairement précisé que les membres du gouvernement ne le peuvent pas. Et comme le général Oligui est président de la transition, mais également ministre de la Défense et de la Sécurité, mais quid de son éligibilité si, chemin faisant, il se déleste du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité. Il y a cette espèce de flou artistique que je ne comprends pas. Et vu qu'on a déjà été harakiri par le passé, par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple au Togo, au Sénégal, les constitutions sont clairement précises dans le sens où les troisièmes mandats ne sont pas possibles, mais on va toujours vous trouver une interprétation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un flou, j'ai la petite phrase de Martine Aubry qui disait quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Les autorités de transition gagneraient à faire en sorte que ce soit plus clair. En tout cas, pour Raymond Donsima, en acceptant d'être Premier ministre, il ne pourra pas présenter à la prochaine élection présidentielle. Donc c'est un gros sacrifice qu'il fait. Après, il a 70 ans, donc dans 5 ans, ou ça fait plutôt dans 7 ans. Si dans 2 ans, il ne peut pas se présenter, donc c'est 2 plus 5, dans 7 ans, il aura 77 ans. Ouais, c'était peut-être la dernière chance de sa vie, mais il fait ce sacrifice en disant « Je vais peut-être montrer à la fois aux Gabonais et à l'histoire que je suis quelqu'un de valeureux et que je vais pouvoir relever ce défi. » À voir. Après la présentation de Raymond Donsima, qu'avons-nous eu ? Et en plus de la nomination de la Cour constitutionnelle ainsi que du Premier ministre, le général Oligui a fait des nominations à la présidence, donc à la fois au cabinet du président de la République comme au secrétariat général. Donc ont été nommés Guy Rosatanga Rango. Il a été nommé secrétaire général, ce monsieur a 60 ans. Il a déjà occupé ce poste de secrétaire général par le passé, sous Ali Bongo, donc c'est un peu un revenant. Jean-Yves Thiel, qui a été le secrétaire général d'Ali Bongo, relativement effacé et sans problème, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a eu cette longévité. Il est donc remplacé par Rosatanga Rango. En plus du secrétaire général de la présidence, François Epota conserve son poste de directeur de protocole national, donc au protocole d'État, pas de changement. Stéphane Zing, l'activiste, il a été nommé conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Télésphore Obam-Gomo devient porte-parole de la présidence. Télésphore Obam-Gomo était un journaliste, si je ne dis pas de bêtises. Il remplace donc Jessie Ella Ekoga, l'ami de Noureddine Bongo qui est aujourd'hui en prison. Et Arnaud Ngandji devient également conseiller du président de la République chargé des hydrocarbures et des mines. Cette nomination d'Arnaud Ngandji a beaucoup interpellé. Arnaud Ngandji a servi le régime précédent et quelquefois en allant vraiment très très loin dans ses dénis de la réalité. Il n'est pas connu, en tout cas dans la population, on n'a pas le sentiment que ce soit quelqu'un de très intègre ou qui a une probité très importante. Et donc le fait de le nommer conseiller du président, ça interpelle. Ce qui interpelle aussi, c'est la présence de Hervé Patrick Opianga, qui est lui aussi pas connu de bonne moralité, mais il est très 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 souvent avec Brice Clotaire Oligui. Par exemple, quand le président de la transition est allé voir Albert Andossa, il était là. Lorsqu'il a reçu plusieurs audiences, il était là également, donc sa présence interpelle. Et en parlant justement de ces nominations, je tiens à vous montrer une espèce de vidéo de Gabon Media Time qui a été faite il y a quelques heures, où il s'inquiète de voir que le président de la République nomme pas mal de gens issus de l'ethnie Fan, donc l'ethnie majoritaire qui est dans le nord du pays, mais également dans l'estuaire, dans l'Ogooué-Ivindo, dans le Moyen-Ogooué aussi. Et donc, voilà le contenu de cette vidéo. Elle est un peu what the fuck, mais c'est ça aussi la liberté d'expression. On va dire ça. En train de tomber dans les mêmes travers que le système Bongo PDG. C'est le sentiment qui pourrait se dégager au vu des premières nominations intervenues dans le cadre du processus de transition au Gabon qui visiblement serait dominé par des ressortissants du Wallentém et plus particulièrement de la commune d'Oyem et du canton Kié. Depuis le mercredi 6 septembre 2023, le comité pour la transition... Vraiment, il chipote un peu. Il n'a nommé que le président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre. Comme je vous disais, Ngandji n'est pas fan. Le secrétaire général de la présidence n'est pas fan. Bon,
Je peux comprendre. Et surtout, par le passé, sous Ali Bongo, on ne pouvait pas forcément jouir autant de sa liberté d'expression. Ça va être un test. On va voir si les militaires réagiront ou pas. Bon, j'ai trouvé ça un peu grinçant, mais c'est ça aussi la liberté d'expression. Et la restauration des institutions dévoile peu à peu la nomenclature des personnalités qui seront en charge de conduire les différentes institutions. Et là, il s'inquiète parce que Oligui est à moitié fin aussi. C'est pour ça. Après la Cour constitutionnelle qui voit arriver à sa tête Dieudonné Abba Ovono, le tour est revenu à Raymond Sima d'être nommé Premier ministre de la Transition et plus récemment, la nomination des membres du cabinet du président du CTRI intervenue ce jeudi 7 septembre. Si dans l'opinion, ces nominations dénotent de la volonté des autorités de transition d'aller vite afin de remettre le pays sur les rails, elle n'a pas manqué de susciter quelques interrogations. Et pour cause, à la lecture de l'ensemble des décrets de nomination, il revient qu'à la primature, à la Cour constitutionnelle et même dans certains postes au sein du cabinet du président de la transition, la part belle est donnée à des ressortissants du département du Wole. Le Contonquier, le nouveau Bongoville, en effet, sauf à s'y méprendre. Non, vraiment, la partie là, je ne m'y attendais pas. Le Contonquier, nouveau Bongoville. Ouais, il fallait vraiment le trouver et le faire. Ah là là. Non, au Gabon, vraiment, il se passe toujours quelque chose. Et il se passe tellement toujours quelque chose que, côté opposition, Albert Ondossa n'a pas voulu aller à l'investiture du général Oligui le lundi 4 septembre. Tous les membres d'Alternance 2023 y étaient, sauf lui. Et donc, le général Oligui a pris sur lui d'aller le voir à son domicile. Regardez ça. Nguema est le candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 26 août 2023. Non, cette photo n'est pas très claire. Mais donc là, c'est dans le domicile d'Albert Ondossa. Le monsieur qui est à l'extrême droite, c'est Hervé Patrick Opianga, celui dont je vous parlais il y a un instant, celui qui n'a pas forcément une hyper bonne moralité. Il a été un soutien fervent du régime précédent. Il en a pas mal usé et abusé, vu qu'il a des sociétés de travaux publics qui, dans le Haut-Ogooué, ont quasiment le monopole, ou presque. Donc, le voir autant avec le général Oligui interpelle. Mais au-delà de la présence d'Hervé Patrick Opianga, c'est Ondossa, ce jour-là, lorsqu'il accueille le président Oligui chez lui. Je crois que le président a dû venir vraiment à l'improviste s'il ne voulait absolument pas le voir. Et quelques heures avant, Mike Joktan, qui a été son directeur de campagne, Yves Niembou Moutsona, qui a été son directeur de campagne adjoint, ainsi qu'un de ses conseillers spéciaux, sont partis de Libreville. Donc dès que l'investiture de Oligui s'est terminée, ils ont pris la route pour la Guinée équatoriale. Et ils ont été attrapés à la frontière avec un courrier qui aurait été signé par Albert Ondossa. Ce qu'ils souhaitaient faire en allant en Guinée équatoriale, c'est d'avoir le soutien de la Guinée équatoriale. Rappelez-vous que le vice-président, Théodorine Obiang-Mangué, qui est le fils donc de Théodoro Obiang-Nguema, le président de la Guinée équatoriale, son fils est vice-président, il a fait une sortie qui, moi, m'a un peu interpellé, parce qu'il était le seul à être dans cette ligne qu'il faut qu'Ondossa aille, il faut que la victoire d'Ondossa soit reconnue. Et quand il y a eu donc cette histoire de Mike Joktan et compagnie qui ont été arrêtés à la frontière à la Guinée équatoriale, tout de suite, on a compris qu'il voulait s'y rendre pour demander un peu plus de soutien, voire des moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Et comme ils ont été pris, on peut imaginer, penser qu'Oligui va se dire que Ondossa a joué d'une espèce de duplicité. Je vais vous montrer quelques images qui ont pullulé lorsque Mike Joktan a été arrêté. Et donc, voilà comment ils ont été exposés. Là, il y a apparemment le courrier qu'ils étaient censés donner aux autorités équato-guinéennes pour montrer qu'ils étaient bien les émissaires d'Ondossa. Il y a pas mal de fautes dans le courrier, la signature est scannée. Donc, c'est un peu bizarre, l'histoire. Mais voilà ce que Ondossa a répondu lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il les avait envoyés ou pas.
À savoir quand même que c'est la deuxième histoire un peu bizarre qu'Ando Ossa a en 2 ou 3 semaines. La première, c'est un espèce d'audio où on parlait de sang, si on doit arriver au pouvoir, c'est uniquement après des troubles, parce que ce n'est que lorsqu'il y a une répression que la communauté internationale s'inquiète de la situation au Gabon. Il avait nié avoir eu cette conversation avec Baro Chambrier. Il avait même dit que c'était l'intelligence artificielle qu'il avait faite. Donc quand vous avez une deuxième histoire comme celle-là et qu'il vous dit « je ne les ai pas envoyés et que ce n'est pas moi », bon, je comprends pas trop. Je vous donne sa version. Je ne reconnais pas l'avoir écrite, mais elle n'est compromettante en rien du tout. Donc, très clairement, vous niez être l'auteur de cette lettre et vous niez avoir missionné ces personnes. Il nie les avoir missionnés, mais dans le même laps de temps, il n'est pas compromettante. Je comprends pas. Si tu n'as absolument rien à voir dans cette histoire, le courrier ou pas, tu rejettes tout. Parce que là, on a comme l'impression qu'il veut minimiser un peu sa responsabilité. Je ne les ai pas envoyés, mais de toute façon, il n'y a pas fouetté un chat. On parle quand même là de haute trahison et en complicité avec une puissance étrangère. Hein. Donc la position d'Ando Ossa, comme d'habitude avec cet homme politique, je ne comprends pas toujours tout. Là, auprès des autorités équato-guinéennes. Je ne reconnais pas avoir écrit une telle lettre. Bon, qu'à cela ne tienne. Mais moi, je pourrais effectivement un matin démarrer, aller au Guinée équatoriale, au Cameroun, en Centrafrique. Pourquoi pas? Parce que nous avons besoin de paix. Et cette paix se fait avec nos voisins. Donc moi je ne vois pas ce qui pourrait susciter effectivement des remous. Mais je dis, je n'ai pas signé cette lettre-là. Je ne l'ai pas écrite. Sa défense est quand même un peu alambiquée. Hein. Parce que il nie et en même temps, il dit vraiment encore, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. Si je veux aller en Centrafrique ou je sais pas trop où, je suis libre de mes mouvements, donc je peux le faire. Donc, mais je n'ai absolument rien à y voir. C'est particulier. Donc c'est une tentative de vous nuire? J'ai dit pour cela, j'ai une formule sacrée. Il faut laisser les basses choses mourir d'elles-mêmes. Ça partira comme c'est venu. Non, il faut rendre des comptes. Justement, dans le nouveau Gabon qu'on appelle de nos voeux, on ne veut pas voir ce genre de choses. Tu ne vas pas aller demander à une puissance étrangère de venir t'aider envers et contre tout simplement parce que il n'y a que ta volonté qui prime. On est dans un tout autre contexte, et si Ando Ossa avait fait preuve d'humilité dès le départ et de pragmatisme, parce que mine de rien, il n'est pas certain que tout ce qui est en train d'être mis en place par les militaires, il n'est pas certain qu'Ando Ossa ait pu avoir ne serait-ce que le 10e de tout ça dans le même laps de temps. J'ai l'intime conviction que s'il avait reconnu, un peu comme les Donsima, que le coup d'État malheureusement était nécessaire et on va faire en sorte qu'à l'issue de cette transition, le Gabon soit sur les bons rails et que l'élection soit transparente, s'il avait eu cette posture, s'il avait accepté de prendre de la hauteur et de se dire, bon écoutez, je sais que j'ai gagné, mais là c'est plus le moment de revendiquer quoi que ce soit. Aux prochaines élections, il aurait pu recueillir les lauriers. Mais malheureusement, en procédant comme il le fait, et surtout en ne reconnaissant jamais, parce que les erreurs ça existe, et je peux encore comprendre quelqu'un qui me dit, ça fait un an et demi que je prépare cette campagne, et on a la preuve qu'on a gagné, et donc moi je fais le maximum pour entrer dans mes droits. Tu fais quelque chose comme ça, on finit par s'attraper. Mieux, viens même reconnaître que oui, c'est vrai. Mais je me rends compte que je me suis trompé, la machine était déjà lancée, ensuite j'ai rencontré le général Oligui, je me rends compte que c'est quand même quelqu'un de valeureux, ce qu'il dit peut avoir du sens, je lui accorde une chance, ce serait passé. Mais tu nies. J'en reviens même limite à penser que heureusement qu'il n'a pas été élu président de la République, parce que de plus en plus, je vois Albert Ando Ossa comme Kais Saied, le président de la Tunisie, qui est lui aussi professeur, mathématicien, mais dans les réactions ou dans les actes qu'il pose, il y a pas mal de similitudes. Donc voilà, c'était le point que je souhaitais faire avec vous sur l'actualité gabonaise de cette semaine.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des éléments sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, bombardez-moi ça en commentaire. Après, si vous le souhaitez, on peut également en parler en privé. Donc venez me suivre sur les réseaux sociaux, SWDecrypt. Et pour la même occasion, vous pourrez avoir, en vous abonnant, des décryptages de l'actualité, parce que je m'occupe quasiment de tous les faits majeurs de l'actualité, aussi bien Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, la situation dans la mer méridionale de Chine. Donc, si vous êtes un féru de culture, de géopolitique, n'hésitez pas, venez me suivre. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. C'était votre gars SW. Peace out.